Sur l'investissement en immobilier en nom propre, je vais essayer la main à Nicolas qui va nous présenter un petit peu ça et Nadia, elle va pouvoir aussi nous donner ses retours d'expérience au fur et à mesure, heu, des explications. Alors, merci Mickaël. Donc, c'est clair que lorsque Mickaël m'a proposé et m'a soumis le webinaire du jour et qu'il m'a donné le sujet, il m'avait consacré un temps de 15 minutes. Je ne vous cache pas que c'est très compliqué pour moi, surtout que le sujet est vaste. Bref, je vais faire au mieux, je vais faire au plus précis, je l'espère. Le point essentiel de départ, c'est vraiment déjà d'analyser vous, votre propre situation, ou effectivement de la faire analyser par un professionnel, de façon à délimiter vraiment votre audit, ce qu'on appelle l'audit patrimonial, et le cadre de vos objectifs patrimoniaux. Donc là, l'idée, effectivement, sur un investissement en nom propre, c'est de développer votre patrimoine immobilier. Bien sûr, de maîtriser le budget qui va être alloué à ce projet-là et les différentes étapes d'investissement qui vont du coup être en phase avec ce projet-là. De faire surtout cette projection fiscale et patrimoniale. Donc là, on va y revenir après. C'est tout l'objet et surtout ce que l'immobilier peut générer. Effectivement, l'immobilier va procurer des chamboulements tant sur les entrées que les sorties. Et donc, il est important de maîtriser au mieux cette projection-là. Et ensuite, d'avoir effectivement plusieurs préconisations et conseils dans l'organisation de cette gestion-là. Donc, c'est sûr qu'il y a une volonté de réaliser au mieux ces projets-là, soit effectivement en s'entourant, mais de toute façon, quoi qu'il se passe, la gestion, que vous la déléguiez ou effectivement que vous-même vous la gériez, eh bien, elle va reposer sur voilà, les différents choix qui vont être la sélection du bien, la mise en location de ce produit-là, l'entretien et le suivi de ces opérations, la transformation qui peut être faite, et après, soit de la transmission, soit de la revente. Mais voilà en fait le cycle de vie que l'immobilier va pouvoir suivre dans votre patrimoine immobilier. Donc, la slide suivante, Mickaël, s'il te plaît, pour vraiment prendre la bonne photographie de votre investissement en nom propre, j'ai voulu faire un petit rappel sur la fiscalité et ce à quoi aujourd'hui l'investissement immobilier va du coup être confronté. Donc, on a pris un cas plutôt classique et spécifique. C'est vraiment pour vous donner les grandes lignes, le plus important, parce que, comme je vous l'ai dit encore, c'est l'audit qui va vraiment délimiter ce cadre-là et chaque situation est bien différente. Là, on a surtout voulu mettre en lumière, et vous voyez le code couleur, c'est ce qui est en rouge, c'est la partie effectivement des revenus fonciers qui, du coup, lorsqu'ils sont positifs, voilà, comme tu le montres, Mickaël, lorsqu'ils sont positifs, eh bien, interviennent et donc rentrent dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Et c'est la slide suivante qui va nous permettre de vraiment mettre en lumière tout ça et surtout mettre en lumière les outils qui nous permettent, nous, demain, d'aider et d'accompagner, et vous, demain, aussi, dans vos conseils et dans vos choix, de pouvoir agir sur, effectivement, cette fiscalité. Donc, j'ai appelé ça, moi, et depuis que j'ai commencé, c'est ce que j'avais dit à Mickaël, hein, c'est un petit peu mon, alors sans faire une marque déposée, mais l'explication, et si des clients ici du cabinet nous suivent, ils vont retrouver cette commode, la fameuse commode fiscale, qui reprend en fait les différentes tranches marginales d'imposition. Donc, vous voyez, il y a ce qui a à droite, la colonne de droite TMI, hein, en blanc, qui représente du coup la variation et l'impôt progressif en France. Par rapport au cas pratique là en question, la commode à tiroir, du coup, va demander à ce que tous les revenus imposables passent effectivement par cette commode et donc passent par les différentes tranches marginales d'imposition. Et là, on le voit, pour l'exemple en question, le revenu imposable est à hauteur de 126 500 €, en incluant du coup les revenus fonciers, qu'on a effectivement isolés à hauteur de 5 000 €. Et bien là, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que au niveau de cette tranche-là, eh bien, on a une taxation sur les revenus, déjà, effectivement, du foyer, mais aussi les revenus fonciers passent sur la tranche marginale, la TMI, à 30%. Donc déjà, sur les 5 000 € qui ont déjà été effectivement abattus, parce qu'à l'origine, on avait 10 000 € de loyer, et effectivement, du fait des charges, on a pu défiscaliser 50% de ce revenu imposable. Eh bien, les 5 000 € sont quand même taxés à 1 500 € parce qu'ils font partie de la tranche à 30. Vous avez bien compris que c'est proportionnel, hein. Si on tombe sur une tranche plus élevée à 41, c'est pour ça aussi qu'on est vigilant dans notre analyse, eh bien,
la fiscalité va être encore plus pénalisante au niveau rien que de la tranche marginale d'imposition. Et le deuxième, entre guillemets, coup de massue qu'on peut recevoir par rapport à des revenus fonciers imposés sur ces revenus, enfin, pardon, les revenus imposables aujourd'hui au niveau d'un résultat foncier positif, eh bien, ce sont les prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux sont effectivement chargés aujourd'hui à hauteur de 17,2%. Donc, les 5 000 euros ont une deuxième taxation à hauteur de 17,2%. Donc là, dans l'exemple en question, on a 47,2% de fiscalité sur le résultat de 5 000 euros de revenus fonciers positifs. D'accord? Donc, ce qui génère effectivement un peu plus de 2 300 euros d'impôts en plus, donc, qui viennent forcément impacter la marge liée à votre investissement locatif. Tout ça pour résumer et pour expliquer que les deux leviers sur lesquels on peut agir du coup lorsqu'on fait de l'investissement immobilier locatif, eh bien, c'est soit de la déduction, donc je vais agir en haut de ma commode, donc sur ma tranche marginale d'imposition, ou alors, effectivement, en réduction d'impôt, où là, je vais agir directement sur l'impôt brut. D'accord? Donc, voici les deux leviers sur lesquels je voulais insister et sur ce qu'il faut vraiment avoir en tête et sur ce que vous devez avoir en réflexion. La réduction ou la déduction. Ce sont des économies d'impôt, mais qui n'agissent pas, comme vous l'avez compris, au même niveau de votre fiscalité. Est-ce que tu peux mettre le slide suivant, Michael, s'il te plaît? Donc, du coup, on peut maintenant raisonner par rapport à ces différents et à ces principaux dispositifs fiscaux qui existent. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a deux leviers que l'on peut actionner, soit la déduction, soit la réduction. La déduction d'impôt, du coup, elle va impacter votre revenu brut global, donc en haut de la commode, et la réduction va impacter directement l'impôt brut. Et les principales lois aujourd'hui qui permettent vraiment d'agir sur cette pression fiscale sur votre patrimoine, mais surtout, c'est ce que j'explique souvent aux clients, hein, de façon durable et significative dans le temps, eh bien, ce sont des lois fiscales qui sont adossées à l'immobilier. Donc, le fait d'être adossé à l'immobilier va vous permettre de pouvoir actionner des effets de réduction et de déduction d'impôts, donc des économies d'impôts. Les principales lois, on les a ici présentées. Je ne suis pas rentré dans le détail, je vous l'ai expliqué en préambule, du fait du temps qui m'était imparti. Je ne suis pas rentré dans les détails de toutes les réductions et de tout ce qu'elle générait. Chaque loi a effectivement, je vous ai mis simplement les grandes familles, déduction ou réduction, mais chaque loi a effectivement un niveau d'économie d'impôt bien spécifique. On a en réduction d'impôt le dispositif Pinel, anciennement Duflot, anciennement Cellier, qui agit en réduction d'impôt. Le Pinel a été aujourd'hui ventilé en plusieurs parties, plusieurs compartiments, le Pinel simple, le Pinel effectivement plus, le Pinel de Normandie. On va avoir ensuite le Pinel outre-mer, d'accord, donc avec un avantage fiscal plus important, du fait aussi de son exposition géographique. Ensuite, on va avoir en réduction d'impôt le Censi-Bouvard, que j'ai volontairement voulu rayer. Pourquoi? Parce que ce Censi-Bouvard n'existe plus depuis le 1er janvier 2023. Et ça aussi, c'est le fait de sensibiliser les clients et aussi les investisseurs sur le fait que ces lois changent et évoluent. Donc, ce dispositif-là, effectivement, a disparu. Et ça, c'est important dans le sens où chaque loi de finances, donc là, on est chaque année, nous, chaque fin d'année, on est pendu à ce qui va arriver, et bien chaque loi de finances évolue. Et le loueur meublé non professionnel, qui est le pendant, on va dire, du Censi-Bouvard. Donc, le loueur meublé non professionnel, que Michael et effectivement Nadia vont expliquer dans un second temps, agit, lui, plus en déduction d'impôt. D'accord? Les revenus, le gros avantage, c'est qu'effectivement, les revenus perçus peuvent être au maximum neutralisés. Le monument historique va aussi agir en déduction, le déficit foncier, le démembrement, la nue-propriété. Donc, tous ces leviers-là vont agir, comme vous l'avez compris, sur la partie déduction. D'accord? Voilà le résumé des lois qui s'offrent et le champ des possibles qui s'offre à vous, investisseurs, pour du coup réaliser un investissement immobilier en nom propre, là avec un audescement qui va être plus dans l'immobilier neuf ou dans l'immobilier effectivement réhabilité, qui aura du coup les caractéristiques ensuite des nouvelles normes et des obligations aujourd'hui imposées par l'État, et notamment les normes énergétiques et de classification énergétique. Le dernier raisonnement, on va dire, à avoir en tête, mais qui se transpose aussi au raisonnement de l'immobilier classique et donc de ce que aussi va vous exposer Michael ensuite, c'est l'immobilier tout simple. Et ce qu'il faut, c'est maîtriser les flux.
Le point sur lequel je vais apporter une précision sur la partie, on va dire, optimisation fiscale d'un sous-jacent, c'est souvent l'économie d'impôt qui est vue comme un gain immédiat. Et c'est pour ça que ce schéma d'entrée et sortie doit vraiment vous aider à faire la lumière sur ce type d'investissement-là. Donc le but, c'est d'équilibrer effectivement les entrées et les sorties, donc les plus et les moins. En sortie, principalement, on va avoir sur une opération d'investissement locatif le financement. D'accord? Donc, financement de l'opération que l'on veut volontairement long, pas pour forcément y rester investi tout le temps, mais pour avoir du coup un effet de maîtrise au niveau du coût. Pourquoi? Parce qu'en face, je vais avoir un loyer qui, lui, est lié à une conjoncture de marché et aussi des fois à des plafonds aussi imposés au niveau des loyers. Donc, le seul levier sur lequel je peux agir de façon à baisser mon effort, c'est sur la durée du financement. Et plus un financement est long, plus effectivement sa mensualité va pouvoir être maîtrisée. L'apport zéro, je l'ai laissé volontairement, mais c'est aussi pour parler un peu de la conjoncture, c'est que l'apport zéro aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué, c'est encore possible, mais c'est de plus en plus compliqué. À 10% maximum du projet total. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est limiter quand même l'apport dans ce type d'investissement-là. Pourquoi? Parce qu'on évite d'isoler sur un investissement locatif trop de liquidités disponibles. Maintenant, c'est toujours au cas par cas que l'on l'analyse, et aussi par rapport à ce que la banque va imposer au niveau de l'opération. Donc, on va aussi chercher et optimiser cette partie. Et enfin, un différé d'amortissement, ça c'est pour avoir une souplesse dans le fonctionnement de sa trésorerie, dans le fonctionnement aussi des travaux de la construction de l'opération. Le deuxième gros poste de sortie va être celle des charges. Donc, les charges en question, là, représentent en moyenne 20% des loyers. Dans ces charges-là, on va retrouver du coup la gestion locative, les assurances, les loyers, et on rajoute effectivement la taxe foncière, sachant que la taxe foncière, il y a une partie qui est déductible et une autre qui est à la charge de votre locataire occupant, c'est lui qui doit payer la taxe d'ordure ménagère. La contrepartie de ces sorties, ce sont les entrées. Donc, comme je vous l'ai dit, forcément le loyer qui rentre. Et l'économie d'impôt. Voilà, l'économie d'impôt qui est clairement aujourd'hui définie par, vous l'avez compris, un cadre fiscal, donc des lois défiscalisantes, donc une loi de finances. Donc, il n'y a pas de rétroactivité possible lorsque la signature et la mise en place de l'engagement, donc c'est-à-dire la signature notaire et l'engagement demain de mise en location de l'opération, se fait en respect effectivement de la loi de finances au moment de l'acte, au moment de la signature de votre opération. Et enfin, un effort d'épargne nécessaire pour équilibrer du coup ces entrées, ces sorties, ces différents flux. Voilà le raisonnement, et c'est vrai que je mets ça en avant pour vraiment faire comprendre à nos clients que en termes de trésorerie, l'économie d'impôt c'est vraiment l'image de se dire aujourd'hui, elle part à fond perdu, elle est ensuite là capitalisée et thésaurisée dans cette opération-là pour ensuite revenir dans votre poche. C'est vraiment cette idée-là, mais en termes de pouvoir d'achat, on va dire de trésorerie immédiat, vous n'avez pas ce gain-là. Vous l'avez effectivement à échéance de l'opération, à la fin du prêt, ou effectivement lorsque vous allez revendre votre bien. Super. C'est bon pour moi pour la partie, on va dire, non propre. Maintenant. Parfait, merci beaucoup. Avec le timing parfaitement respecté, c'est magnifique. Bon, tant mieux. Alors, moi, ce que je vais faire là, je vais donner la parole à Nadia. Nadia, de ton côté, est-ce que tu as réalisé des investissements en nom propre sous un dispositif particulier, par exemple? Alors, au début de mes investissements, effectivement, j'ai réalisé un premier investissement en nom propre. N'étant pas vraiment formée encore à l'immobilier, on ne se connaissait pas encore. Ouais, du coup, voilà, je m'étais dit, bon, bah, je vais placer mon argent, je vais acheter. En plus, j'ai rien fait de bien ce jour-là. Je me suis dit, je vais acheter enfin, s'il n'y a rien fait de bien, j'ai quand même gagné de la plus-value dessus, mais j'ai posé, j'ai acheté un appartement sans crédit, en nu, donc pas du tout optimisé en termes d'imposition. Et que j'ai revendu 3 ans derrière, je me suis fait de la plus-value. Donc ça, c'est quand même. C'est intéressant. Et tu avais fait sous un dispositif particulier qui était le. Non, pour l'instant, celui-là, je l'avais fait en nu, rien. En nu simple. Alors oui, d'accord. Donc pendant 3 ans, tu as choisi de payer de l'impôt. Voilà, j'ai choisi je ne savais pas que j'allais payer des impôts et j'en ai quand même pas mal payé. Bien sûr. Et après, effectivement, j'en ai fait du nu, mais j'en ai fait en nom propre, en fait.
Donc, j'ai fait 3 LMNP et 2 logements non propres nus, mais COS. COS. Donc, D'accord. Et le dispositif COS, c'était quoi l'intérêt? Pourquoi tu as choisi ce l'intérêt, COS? c'est qu'on ne paye aucun impôt, voire on a un crédit d'impôt. Donc, D'accord. je pense Qui est lié à que quoi dans le dispositif COS, le crédit d'impôt? ça consiste à louer à des associations à objectif social. Donc, Très à des clair. gens, voilà. Et le crédit d'impôt est intéressant? Il y a un pourcentage qui est significatif? C'est intéressant. J'avoue que quand je regarde ma fiche d'imposition, c'est relativement intéressant. Après, bon, c'est de petits investissements, donc c'est pas non plus des énormes loyers, ceux-là. Mais voilà, ça permet de gagner en crédit d'impôt et je pourrais pas dire exactement le pourcentage, mais parce qu'après j'ai des frais de garde aussi que je peux déduire en crédit d'impôt. Mais en tout cas, ça reste intéressant, sachant que du coup, je perçois des loyers, je paye pas d'impôt et j'ai un petit crédit d'impôt. Donc là, tu l'avais travaillé dans ce sens où Nicole présente, loyer plus Voilà, économie d'impôt d'un côté, avec tes charges de l'autre, c'est ce qui ça. t'a permis d'équilibrer ça. Très clair, super. Alors, on va aller sur un deuxième sujet qui, Nadia, devrait aussi t'intéresser, c'est le sujet du LMNP. Donc quand tu parles de location nue, effectivement, aujourd'hui, on a un choix, soit d'aller vers de la location nue, soit d'aller vers de la location meublée. La location meublée, et je sais que tu en fais beaucoup, Nadia, est aujourd'hui un schéma qui est intéressant, toujours dans ce qu'a expliqué Nicolas tout à l'heure, dans le parti déduction, hein, je reviens sur ce que Nicolas avait montré, mais c'est vrai que dans les lois en déduction, on a ce LMNP qui nous permet en déduction de pouvoir payer un minimum d'impôt chaque année. Toi, Nadia, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es allé vers le LMNP avant que j'explique un petit peu en quoi ça consiste? Bah, ça me paraissait intéressant. Alors du coup, parce que j'ai acheté donc en LMNP en indivision, donc avec mon conjoint, et en LMNP seul. Donc c'est effectivement intéressant parce que on ne paye pas d'impôts, on déduit toutes les charges qu'on a sur nos appartements, donc charges de travaux, charges de l'immeuble, enfin voilà, tout ce qu'on paye sur notre appartement, on peut le déduire. Donc, on sait que voilà, pendant des années, on n'a pas d'imposition et on garde voilà, totalement la maîtrise de nos coûts d'imposition. Et pourquoi j'ai fait ça? En premier lieu, parce que, alors, peut-être après, tout à l'heure, on parlera des montages sociétés, SCI, holding, mais c'était pour moi l'un des vecteurs simples à mettre en place. Et ça se présentait aussi comme ça parce que je regardais aussi du Pinel, mais j'avais pas trouvé un investissement qui me correspondait, sachant que je recherche aussi quand même quand je fais des investissements à sortir du cash flow. Donc vraiment, sortir du cash flow, c'est vraiment, c'est de l'argent qui revient. Qui revient, quoi. C'est pas je pose sur la table, ok, j'investis dans mon logement, un jour il va m'appartenir et un jour j'aurai plus de crédit, mais c'est plutôt qu'est-ce que je peux en dégager tous les mois en bénéfice pur, quoi. Tu cherches de la rentabilité sur tes investissements. Voilà, rentabilité cash flow, ouais, c'est ça. Donc le LMNP, ça s'y prêtait bien au moment où j'ai fait mes LMNP. Je pense qu'il y a un point qui est super important que tu viens de dire, c'est dans l'idée, c'est qu'on, dans suivant, quand on choisit un dispositif, quand on choisit du LMNP, quand on choisit une SCI par exemple, on va rechercher des objectifs. Suivant les objectifs, si on veut faire du Pinel, on va chercher vraiment un objectif de réduction d'impôts. D'accord? On peut avoir des gros impôts à côté et ça va nous permettre de réduire ces impôts-là, de réduire notre IR et c'est un objectif. Par contre, il est clair, et Nadia le dit très bien, c'est que quand je fais du Pinel, ben, je suis limité sur le loyer que je peux proposer, donc je ne vais pas forcément chercher de la rentabilité. Ce n'est pas l'objectif de l'investissement. Et c'est pour ça que je disais au départ, suivant les différents dispositifs qui sont à disposition,
LMNP, Pinel ou autre, eh bien, ça va répondre à des cas différents. Et pour les personnes qui veulent faire un investissement, c'est pas qu'il y a un cas qui est parfait et les autres qui sont imparfaits, c'est qu'il y a un cas qui est parfait pour soi et les autres qui sont imparfaits pour soi, entre guillemets. Donc là, l'idée, ce que Nadia nous dit, bah, si je veux avoir un 10% de rentabilité, je peux pas aller vers je peux pas aller vers du Pinel. Il faut que j'aille sur un autre dispositif. Et le dispositif qui répondait bien à cette question pour Nadia, c'était a priori le LMNP. Alors, je vais me permettre d'expliquer un petit peu en quelques mots le LMNP. Pour moi, le LMNP, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes. Alors, le meilleur de la SCI à l'IR et de la SCI à l'IS qu'on verra juste après. Pourquoi? Parce que, le LMNP me permet d'amortir le bien. Je vais prendre un exemple très simple. J'ai un bien que j'ai acheté 200 000 euros. Je vais pouvoir l'amortir sur 20 ans et donc avoir 10 000 euros de charge chaque année. C'était un exemple très très schématique. Il faut bien sûr aller bien plus loin pour comprendre le détail de tout ça, mais on peut schématiquement se le représenter comme ça. Donc ça veut dire que j'ai 10 000 euros de charge, quoi qu'il arrive, sur mon investissement à 200 000 euros pendant 20 ans. Et donc, en face, j'aurai quoi? J'aurai mes loyers, comme l'a présenté Nicolas tout à l'heure, ok, très bien, en revenu, et mes autres charges, taxes foncières, charges locatives, etc. Et normalement, comme l'a dit Nadia, ce schéma-là devrait me permettre, même si j'ai une bonne rentabilité, d'avoir un montant imposable à la fin, un résultat sur mon LMNP qui est proche de zéro. Hein, dans l'idéal, il est à zéro. Et ça me permet d'avoir zéro imposition sur mon investissement immobilier durant 20 ans. Donc ça, c'est le premier point qui est très intéressant dans le LMNP. Le deuxième point qui peut être très intéressant dans le LMNP, c'est que au bout de 20 ans, qu'est-ce que je fais finalement? Parce que j'ai plus l'amortissement, donc je vais payer de l'impôt là à ce moment-là. Eh bien, un choix qui paraît raisonnable, c'est de dire au bout de 20 ans, j'ai envie de vendre mon bien. Mais potentiellement, si j'ai fait une bonne acquisition, j'aurai de la plus-value à payer. Alors, on pourrait se dire, j'ai amorti le bien pendant toutes ces années, c'est-à-dire que j'ai considéré 10 000 euros de charge pendant 20 ans, donc 200 000 euros de charge. On pourrait considérer que du coup, ma plus-value, si je le vends à 300 000 euros, ça serait 300 000 euros total. Et pas juste la différence entre 300 000 et 200 000. Là, ce qui est formidable dans le LMNP, c'est qu'on reste sur la plus-value des particuliers. Si je vends à 300 000 euros, ma plus-value est calculée sur 300 000 euros moins 200 000 euros, quels que soient les amortissements que j'ai effectués au milieu. Le deuxième point qui est très positif là-dessus, c'est que la plus-value des particuliers, c'est des années de détention. Qu'au bout de 30 ans, j'aurai donc la totalité des abattements qui auront été appliqués pour ne plus du tout avoir de plus-value. Mais au bout de 20 ans, j'ai déjà une grande majorité des abattements qui sont pratiqués, ce qui fait que ma plus-value est déjà largement limitée. Donc ça me permet sur un LMNP d'avoir une imposition quasi inexistante si je fais attention pendant 20 ans sur mes loyers, et ensuite sur ma plus-value, si je revends au bout de 20 ans, une imposition extrêmement limitée également. C'est un petit peu le meilleur des deux mondes qui me permet de faire un investissement quand je recherche de la rentabilité efficace. Attention ici quand même, on le précise, le LMNP, donc location meublée non professionnelle, va se transformer en location meublée professionnelle si je dépasse 23 000 euros de loyer sur l'année, ou si mes revenus de loyer dépassent 50% de mes revenus totaux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut étudier et regarder au fur et à mesure. Nadia, je me permets de revenir vers toi sur cette idée d'LMNP. Aujourd'hui, toi, tu en as plusieurs, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ça fait maintenant quelques années qu'ils sont en route. Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu as des retours d'expérience aussi sur ce schéma depuis que tu l'utilises? Non, non, pas du tout, pas de regrets. Au contraire, j'en suis très contente. Il y en a que je revends, tu sais, je t'ai appelé hier sur les sujets. Du coup, non, non, très satisfaite, sachant que j'en ai déjà vendu un. Donc, c'est super. Mais non, après, c'est plafonné, comme on l'a dit, et comme tu l'as dit, effectivement, c'est jusqu'à 23 000 euros, et puis, ou 50% de nos revenus fiscaux. Donc, du coup, je peux pas faire que ça. Enfin, moi, voilà, c'est ce qui t'a limité à un moment quand même. C'est ce qui t'a aujourd'hui, dans le LMNP, tu aurais pu en faire plus, honnêtement, mais à un moment, ça t'a limité, c'était ce point quand même. Exactement, oui. Oui, sinon j'aurais pu continuer, mais voilà, on est limité. On peut peut-être expliquer la conséquence aussi de ce passage en professionnel. La conséquence, c'est simplement que vous devenez un professionnel, donc vous êtes considéré comme un indépendant et vous devez payer des cotisations sociales, comme si vous rémunériez sur
sur les gains que vous faites sur votre location meublée professionnelle, sur votre LMP. Et Mm. ça, c'était pas ton objectif, Nadia, parce que toi, tu es toujours d'ailleurs salarié à côté, Mm. C'est ça. et donc c'était pas ton objectif à ce moment-là. Mm. Tout à fait. Ok. Et du coup, après, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, je me suis formée. On s'est rencontrés, Mickaël, effectivement, et ça m'a beaucoup éclairée parce que on a pu discuter de ma stratégie, de mes objectifs. On a fait effectivement d'abord une photo de ma situation familiale, de mes projets à venir, professionnels ou en tout cas immobilières. Et on s'est dit que c'était intéressant. Alors moi, j'avais en vision, je m'étais intéressée à la société, donc la SCI, la société immobilière, enfin de monter en tout cas une SCI. Et au vu de ma situation, mes objectifs, on s'est dit que ce serait la bonne solution de pouvoir monter cette société, sachant que mes objectifs étaient de pouvoir faire plusieurs investissements immobiliers Tout à fait. locatifs. Et la transition est parfaite du coup vers l'investissement immobilier en entreprise ou en société avec cette idée de SCI, comme tu le dis. Et toi, tu as fait le choix de la SCI à l'IS plutôt que la SCI à l'IR. Oui, Parce que du coup, tu t'étais formé, donc tu t'étais oui. renseigné, donc tu étais déjà au courant. Quand on a échangé sur ces sujets ensemble, le sujet était déjà clair dans ton esprit. Pourquoi tu as Oui. fait ce choix de SCI à l'IS? Alors, faut pas le dire, mais en fait, l'objectif principal ne doit pas être uniquement l'optimisation fiscale. Cependant, c'est un gros sujet quand on fait de l'investissement, de l'optimisation fiscale. Alors, bon, dans un premier temps, pourquoi la SCI? Mon modèle familial, mes enfants, voilà, porter en tout cas le patrimoine auprès de ma famille, de mes enfants. Et effectivement, à l'IS, parce que au niveau de l'imposition, c'est très avantageux. Tu l'as mis dans ta slide, mais on est assujetti à un taux réduit d'impôt, c'est 15%, mais du bénéfice, du coup. Vraiment du bénéfice, et c'est très important parce que quand on fait des investissements, on a beaucoup de charges au début, on a des frais de notaire, souvent on a des travaux, et du coup, et l'amortissement du bien. Et du coup, toutes ces charges-là, on peut les déduire. Donc déjà, pour avoir du bénéfice, on l'a calculé avec Arthur dans ton équipe, mais on est large. Donc, pour l'instant, vu les règles du jour actuelles, je ne suis pas prête de payer des impôts, quoi. Même si, C'est l'intérêt de la SCI à l'IS, on est d'accord, c'est tout à clair. fait. Je suis d'accord avec toi. Même si, effectivement, on en parlait encore hier, mais même si je dégage, au final, alors pas comptablement, mais d'un point de vue financier, je dégage du cash flow et donc des rentes importantes tous les mois. Et c'est ce qui permet, c'est l'amortissement qui permet ça, hein, parce que de la même manière que le LMNP tout à l'heure, on a le droit à cet amortissement sur la SCI à l'IS. Donc, le petit exemple de 200 000 euros d'investissement amorti sur 20 ans, 10 000 euros d'amortissement chaque année, c'est pas de l'argent que vous dépensez, hein, comme Nadia elle le dit là, mais ça permet, le cash flow, il est quand même là. On a de l'argent sur la structure, on paye peu ou pas d'impôts, comme tout à l'heure en LMNP, et c'est vrai que ça permet d'avoir une situation intéressante. Et je t'en prie, finis, excuse-moi. Non, c'est tout à fait ça. Après, en général, quand on investit aussi en SCI, il faut garder en tête que, en général, c'est pas pour revendre les biens tout de suite après. Enfin, c'est quand même un véhicule qui a pour vocation de les garder une certaine durée. Donc, quand on a fait des bons investissements rentables avec en plus des taux bas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des taux bas. Du coup, c'est très intéressant. Et puis, du coup, on a envie de les garder, quoi. Effectivement. Là, les LMNP ou en tout cas les logements nus que j'ai achetés, je les ai revendus. Enfin, il y en a qui sont en revente, mais je les ai revendus. Après, bon, la SCI, c'est à vocation en tout cas à les garder un peu plus de temps, et je crois que tu as marqué qu'il y avait une plus-value. Alors, je ne sais pas si plus-value des professionnels, si tu parles de quand on revend les biens. C'est exactement ça, tout à fait. C'est juste, en fait, concrètement, voilà, moi, la SCI à l'IS, je dirais que c'est très cadré pour un certain type d'investisseur. Ce type d'investisseur, ça correspond bien à ce que Nadia voulait faire, c'est-à-dire
un serial investisseur, c'est-à-dire qu'il veut faire plusieurs biens, continuer à faire grandir son parc immobilier au fur et à mesure des années. Pas un objectif de revente, pas un objectif de sortie d'argent, d'accord? La SCI à l'IS n'est pas pratique pour sortir du cash, que ce soit en dividende ou en salaire, c'est pas pratique, c'est souvent fiscalisé de manière importante. Par contre, tant qu'on laisse l'argent dans la structure SCI à l'IS et qu'on réinvestit dans des nouveaux biens au fur et à mesure, on a une structure qui est hyper bien cadrée et qui permet de faire ça de manière très optimisée. Par contre, de la même manière, la SCI à l'IS n'est pas foncièrement faite pour revendre des biens, hein, ce n'est pas forcément un objectif, c'est plus on crée un parc très important qui derrière pourra nous permettre de vivre à la retraite, par exemple, hein, très bien, de nous sortir un salaire à la retraite, de nous sortir un complément de revenu en tout cas à la retraite. Par contre, revendre des biens, bah, c'est la plus-value des professionnels, c'est un petit peu la contrepartie de ce que j'expliquais tout à l'heure pour le LMNP. C'est-à-dire que j'ai gardé 20 ans mon bien qui m'a coûté 200 000, je le revends 300 000. Comme je l'ai amorti, eh ben, je vais payer mes impôts sur 300 000 euros et pas sur 100 000. Donc là, la plus-value des professionnels prend en considération l'amortissement qui a été effectué durant toutes les années et du coup, c'est souvent moins intéressant. Donc pour moi, la SCI est un formidable outil pour des serial investisseurs qui ont envie de constituer un grand parc immobilier. Ça, pour moi, c'est la forme juridique la plus intéressante dans ces cas-là. La SCI à l'IR, on en parle peu, ça ressemble beaucoup à finalement à ce qu'a présenté Nicolas au démarrage, sauf que bah, on est dans une SCI, donc on peut être à plusieurs. Je pense que c'est quand même le principal objectif ici. On est sur la plus-value des particuliers, l'imposition est la même qu'un investissement en nom propre, donc on est sur cette même logique. Peut-être Nicolas, si tu veux rajouter un point à ce moment-là. Oui, bah, pour ta précision sur la SCLIR, effectivement, c'est vrai que le loueur meublé est toléré hein, sous ce schéma fiscal, mais on ne peut pas, effectivement, bon, ce serait forcément trop d'avantages, bien sûr, on ne peut pas englober de la location meublée non professionnelle dans les SCI à l'IR. Donc voilà, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. En SCI à l'IR, on a le droit en fait de louer uniquement en nu, de toute manière, c'est ce qui est bloquant, alors que sur la SCI à l'IS, effectivement, c'est une bonne remarque que tu fais Nico, on peut louer soit en nu, soit en meublé, on a un petit peu plus de souplesse. Et je ne précise pas que dans le loueur meublé non professionnel, nous sommes obligés de louer en meublé, c'est évident. C'est une évidence. Mais tout à fait, et c'est sûr que, comme tu l'as dit, hein, les objectifs, et comme ceux de Nadia a expliqué, là, le choix est de ne pas payer de fiscalité immédiatement, et potentiellement, si demain, à l'arbitre, dans son véhicule SCI à l'IS, eh bien, c'est là que la taxation se fera. Voilà, mais tout ça, comme tu l'as dit, comme vous l'avez répété, comme l'a dit aussi Nadia à un moment donné dans ses objectifs, c'est propre à chacun, donc c'est sûr que suivant le montage et suivant les objectifs que l'on souhaite avoir, eh bien, on va choisir tel ou tel véhicule. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein, c'est ce que je dis toujours à mes clients, hein, c'est souvent la combinaison, et c'est un peu ce que j'ai inscrit enfin, j'anticipe la conclusion de notre webinaire, mais c'est la combinaison de tous ces différents investissements-là qui vont aujourd'hui permettre de réaliser des bons investissements. Merci. Alors, je vais aller assez rapidement, il nous reste un petit peu moins d'une dizaine de minutes, je vais aller assez rapidement sur le dernier point qui est clairement également intéressant. La SARL de famille, finalement, c'est le LMNP mis en place pour l'ensemble de sa famille et pour la transmission. Hein, le LMNP, quand on y va, Nadia, elle a dit les deux choix qu'on a, l'indivision, hein, elle l'a fait de son côté, et en nom propre. On a ces deux possibilités. Par contre, dans une SARL de famille, on peut faire du LMNP. C'est là où ça commence à devenir très intéressant parce qu'on peut faire de la transmission et du LMNP. Donc la SARL de famille est un outil puissant qui permet de faire des choses très intéressantes en termes de transmission et en termes d'optimisation pour des investissements qui ont un objectif d'être rentables. Donc ça, pour moi, c'est un outil que je conseille régulièrement, on va dire, et sur lequel je pense qu'on a des actions qui sont intéressantes dans beaucoup de cas. La holding est un schéma qui est plus particulier. Nadia, peut-être que tu veux en dire un mot parce que je sais que tu y réfléchis en ce moment. Oui, du coup, on va dire que je suis en train de constituer une holding pour plusieurs raisons et pour plusieurs objectifs. Du coup, avec mon conjoint, on s'oriente vers d'autres activités en société qu'on souhaite constituer, on va dire, dans les 1 an ou 2 ans à venir.
Donc là, ça devient intéressant de pouvoir avoir la SCI, la holding qui chapeaute une autre activité un peu plus commerciale ou de conseil ou de formation, et de pouvoir faire transiter des fonds d'une société à une autre, une société qui peut être effectivement en déficit, une société qui est plus, même si elle est en déficit fiscal, enfin, on va dire comptablement, mais qui a de l'argent qui peut transférer des fonds vers une autre société. Donc voilà, c'est plus un schéma un peu global que je souhaite restructurer là au sein de mes activités au final. Très clair. Ce que je ferai peut-être pour la holding, c'est que pour vous garder un temps de questions-réponses pour tout le monde, je vais vous renvoyer vers le webinaire qu'on a déjà fait sur la holding, qui était fait en novembre, Nicolas, je dis pas de bêtises, et qui vous permettra d'avoir encore plus d'informations, mais les informations principales, elles ont été données par Nadia. Il y a une question de gestion de cash, de gestion de trésorerie quand on commence à avoir plusieurs investissements qui est intéressant, de gestion aussi de l'optimisation de ces résultats fiscaux de l'une ou l'autre structure pour remettre tout ça dans une holding et éventuellement faire de l'intégration fiscale. Donc bon, il y a une optimisation fiscale qui est à réfléchir derrière un schéma avec une holding, une optique aussi généralement de transmission dans une holding bien sûr. Donc l'ensemble de ces éléments font que souvent la holding est un outil aussi puissant qui permet de l'optimisation et de trouver les bonnes formules dans le cas d'investissements multiples. Alors, je vais vous proposer à tous, pendant que j'affiche les conclusions, de nous poser les premières vos questions. N'hésitez pas. En attendant que vous posiez vos questions, alors soit sur le chat, soit vous pouvez prendre la parole, c'est neutre. Je vous laisse prendre connaissance des conclusions que nous a partagées Nicolas sur les règles d'or de l'immobilier. Oui, en fait, si je peux un peu approfondir et étayer les argumentaires, c'est que quel que soit le sous-jacent, ce dont nous a parlé effectivement Nadia, ce dont moi j'ai parlé, on reste, voilà, ce qu'il faut, c'est toujours analyser sur quoi j'investis. On investit sur de l'immobilier. Et l'immobilier reste effectivement une valeur refuge. Enfin, voilà, je parle de règle d'or parce que si dès le départ, on arrive, lorsqu'on sélectionne ce sous-jacent-là, lorsqu'on sélectionne ce véhicule-là, eh bien, à vraiment rentrer dans ces caractéristiques et dans ces règles d'or, eh bien, théoriquement, on ne fait pas de mauvais investissements. Donc, après, le choix fiscal, l'orientation, comme on l'a dit, c'est vraiment propre à chaque situation et à chaque patrimoine et à chaque objectif. Mais en tout cas, l'immobilier en soi, lorsqu'il est effectivement bien acheté, avec un temps devant soi suffisant, on parle nous de cycle d'investissement, dernière crise immobilière, bon là on nous en annonce une avec cette remontée de taux, mais on ne la voit pas encore arriver parce que ce sont une crise dans le milieu de la finance ou effectivement de l'économie, c'est des baisses supérieures à 30%. Pour l'instant, on n'en est pas là. L'immobilier a pourtant bien grimpé. La dernière crise, c'est les années 90, c'est 90-95, où là l'immobilier avait vraiment effectivement fait cette chute suite à la guerre du Golfe. Mais depuis, on n'a pas connu effectivement de baisse de l'immobilier. Mais de toute façon, c'est de se dire combien j'ai de temps devant moi. Si j'ai suffisamment de temps, et souvent les cycles, on les regarde, c'est 10-15 ans. Si j'ai plus de 10 ans devant moi, théoriquement, dans mon investissement locatif, dans mon investissement immobilier, je ne perdrai pas d'argent. Je peux faire effectivement des grands coups, et Nadia a été l'exemple en expliquant que sa première acquisition, elle l'a faite en cash et sur effectivement une location nue, donc fiscalement pas du tout optimisée, mais pour autant dans le bon timing, avec effectivement, je pense, un emplacement qui était forcément bien choisi, bien sélectionné, et bien elle a fait une plus-value sur une durée très courte. Sur l'investissement, nous, sur la gestion de patrimoine, on va essayer de regarder des durées et des durations beaucoup plus longues pour effectivement éviter que si à un moment donné on tombe dans un cycle, eh bien on soit impacté. L'avantage aussi de l'immobilier locatif, c'est que je parle de maîtrise d'épargne et d'effort d'épargne. Pourquoi ? Parce que en face, lorsque j'ai bien sécurisé mon investissement, en face, je vais avoir des loyers. Et donc, demain, l'effort que je fournis est toujours moindre. Et sans parler de cash flow positif, parce que même si on a un cash flow positif, j'impose toujours à mes clients d'avoir un raisonnement d'effort d'épargne sur l'investissement locatif.
eh bien, on arrive effectivement à toujours maîtriser ce coût-là et donc constituer après du patrimoine à moindre effort. L'optimisation fiscale reste, j'en parle effectivement entre guillemets, la cerise sur le gâteau. Ça ne doit pas être la seule motivation, Nadia l'a dit aussi. On paye tous trop d'impôts, mais pour autant, il faut du coup vraiment analyser prendre du recul sur un investissement immobilier, c'est plus que de l'optimisation fiscale, on est tout à fait d'accord. Tout à fait. Ça peut pas être la raison principale, ça peut pas être la seule raison d'un investissement immobilier. Exactement. Vraiment, l'optimisation fiscale reste pour nous un moyen, un outil, mais en aucun cas une motivation. Et si on fait passer effectivement la défisque avant la réflexion du sous-jacent, que ce soit financier ou immobilier, hein, eh bien, on va sur malheureusement des mauvais investissements et du coup une carotte fiscale qui est illusoire. Et dans les faits, quand on reprend tous les chiffres, quand on doit arbitrer ces opérations-là, eh bien, on voit que finalement, on n'a pas gagné d'argent. Alors, pour l'instant, je me permets, Nico, pour l'instant, sur le chat, j'ai pas de questions, mais quelqu'un veut? Je laisse cette possibilité. Si quelqu'un aurait une question directement. Sinon, j'aimerais bien, sur ce point qui est hyper intéressant, Nico, que tu soulèves, c'est Nadia. Oui. 2 questions sur ce qu'il a dit, Nico. La première, c'est est-ce que tu estimes, toi, quel est ton niveau, ton degré d'inquiétude par rapport à la situation actuelle d'émission d'immobilier ou pas, et quelle est ta manière de fonctionner quand tu vas faire un choix d'investissement immobilier? Tu en as fait un certain nombre, un nombre important. Quels sont tes critères et comment tu fais ces choix? Ok, alors bon, l'appréhension par rapport à la crise immobilière, du coup, effectivement, personnellement, je rebats un peu les cartes sur l'arbitrage. Là, est-ce que j'arbitre maintenant? Je prends du cash et j'achète des immeubles sans crédit parce que ça se durcit, parce que les règles sont plus les mêmes, ou en tout cas, il faut avoir un petit peu, tout à l'heure, Mickaël, tu l'as dit, mais il faut avoir un peu d'épargne pour pouvoir investir. En tout cas, là, ça se rejoue, effectivement. C'est un petit peu plus complexe, ça se fait. Hein. Après, c'est aussi, ça dépend de la présentation qu'on va faire à notre banque et pour aller chercher du financement. Mais on va dire que faut analyser, en fait, faut analyser l'immobilier de façon pragmatique. Soit, en fait, là, entre guillemets, on a de l'immobilier ou en tout cas, on a des appartements et on fait rien, on touche à rien, on attend de laisser passer le temps et quoi qu'il arrive, soit si c'est en Pinel ou autre, quoi qu'il arrive, dans 10 ans, dans 20 ans, on aura un autre cadre et en plus, on aura déduit un certain nombre de choses ou en tout cas gagné de l'impôt. Soit comme moi, j'ai du cash flow, donc je touche à rien. Soit on arbitre maintenant. Enfin bon, là, on va dire que les cartes effectivement se rejouent. Je suis pas forcément inquiète sur l'immobilier, ça reste une valeur sûre, donc pour moi j'adore ça. Et puis l'immobilier c'est aussi des vagues, quoi. Donc parfois on a des crises et du coup ça se joue maintenant, quoi. On fait des choix maintenant. Ou soit effectivement comme futur investisseur peut-être parmi nous, c'est de se dire il va y avoir des super affaires à faire dans un an, donc je vais attendre tranquillement et puis je ferai mes investissements dans un an. Si j'ai un peu de cash, c'est sympa. Donc pas forcément d'inquiétude sur l'immobilier, mais il y aura des choix à faire, quoi. Il y aura des choix à faire, soit en tant qu'acheteur, en tant que vendeur. Donc voilà, il faudra analyser selon aussi l'emplacement où on a fait des investissements, où on souhaite investir et nos objectifs à venir. Ensuite, ta deuxième question, c'est qu'est-ce que je choisis? C'est ça? Alors, je vais prendre juste la question de Joachim qui dit comment tu fais, et c'est une question que je me pose tous les jours, Nadia, comment tu fais en plus de ton travail, qui est un travail qui est quand même très prenant, DPO, comment tu fais pour gérer ton immobilier? Alors, j'ai la chance d'avoir des enfants petits, donc, après ma journée de travail à 20h30, je ne peux pas sortir en boîte, donc je ne peux pas trop sortir avec des amis. Donc je travaille, et voilà, c'est super ma vie. Tu travailles plus. Non, mais c'est un effort, mais il faut en être conscient. Je pense que c'est juste ce que tu Oui. dis, Nadia, c'est que c'est un vrai effort qu'il faut faire. L'immobilier, ça prend du temps. Avoir des multiples propriétés, ça prend beaucoup de temps. C'est un sacrifice aussi, hein, je pense, dans la vie. Oui,
Non, Bien non, sûr. mais c'est sûr, il faut. Voilà, moi, je travaille entre midi et 2 le soir, et puis après, bon, j'ai comme objectif de moins travailler dans les années à venir, donc, Bien sûr. C'est donc un investissement, du coup. voilà, c'est un investissement. Parfois, on a des périodes où on est un petit peu plus acharné, et puis après, voilà, on prendra un peu plus de temps par la suite. Il sera mérité, et ça sera mérité. Vérité. Merci. Parfait. Faites-vous du locatif sur des plateformes telles que Airbnb? Armand demande ça, Nadia. Alors, j'y ai réfléchi. Honnêtement, je voulais en faire là, mais vu les coûts de l'énergie, j'en ai pas fait. Je comprends. Rentable et ça peut être très intéressant. Après, il faut faire son calcul. Faut faire son calcul. C'est aussi plus de temps, hein, de gestion, j'imagine. Plus de temps. Mm. Et plus de temps. Il faut choisir des partenaires qui sont pas hors de prix pour que ça reste rentable pour le coup. Et puis des emplacements premium, ouais. Ouais. Près des gares, dans des villes sympas, ça marche très C'est bien. à intégrer dans une stratégie globale, quoi. Oui, c'est ça. Mais du coup, moi, j'ai choisi plutôt. Alors, en fait, pour l'investissement, on peut effectivement soit prendre 2-3 Airbnb et puis se faire des super cash flow et on est tranquille. Moi, j'ai choisi plutôt l'inverse, c'est-à-dire de faire beaucoup de locatifs où ça roule un peu tout seul, mais d'en faire beaucoup, pour le coup. Démultiplier le nombre d'investissements, mais avec des choses, on va dire, moins. Moins chronophage. Tout à fait. Très clair. Très clair. Bah, écoutez, on a pris un peu de retard, je m'excuse. Je vous remercie à tous d'être venus. Je remercie sincèrement Nadia et Nicolas pour leur éclairage Merci. À vous, avec précis plaisir. et extrêmement intéressant. Et on vous laissera tous nos contacts, bien sûr, et la rediffusion de la vidéo dans un mail qu'on va vous faire juste après la fin du webinaire. Et voilà. Nicolas, Nadia, merci beaucoup. Merci. Merci à Merci tous. à tout le monde. Et à très bientôt. À Au revoir. bientôt. Bonne journée.